Bonjour et merci pour notre karma, notre ego et le reste d'avoir rempli cette salle au moins un petit peu. C'est toujours un petit peu frustrant du point de vue nombrilisme de parler à une salle vide. Et j'espère que le repas est à votre goût. On a donc 1h30, un tout petit peu moins. Du coup, mais pour essayer de faire le point sur les signatures génomiques, et en particulier, le symposium est un symposium myriade sur EndoPredict, en termes de validité analytique, de niveau de preuve clinique, en situation, je dirais, d'études contrôlées, mais aussi en situation de vraie vie. Et puis après, ouvrir la porte à quelques discussions, car il ne faut pas oublier que toutes ces signatures multigéniques sont des outils. Et un outil, c'est toujours pareil, il va servir à quelque chose en fonction de la manière dont on l'emploie. Et je pense que ça pourra donner des discussions intéressantes avec la salle. Donc nous balayerons ces trois aspects au fur et à mesure des présentations, en commençant tout de suite par Pierre-Jean Lamy, qui va nous donner l'œil du biologiste sur la signature EndoPredict, autant en termes de construction qu'en termes de validité analytique et de développement. Pierre-Jean, merci. Merci William. Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir invité à vous parler donc de cette signature d'expression génique qu'on pratique depuis maintenant 8 ans, bientôt 9 ans au laboratoire. Et je vais essayer de faire un peu le tour donc, de ce que l'on sait maintenant et de comment on peut l'utiliser. Donc tout d'abord, on va commencer par la conception et le développement. C'est toujours bien de revenir un peu sur les bases et de savoir comment ces signatures, sur le plan général, mais aussi celles dans EndoPredict, ont été développées à un moment où, en fait, les questions se posaient, donc, et elles se posent toujours, sur, finalement, les indications de traitement adjuvant, et notamment qui est éligible à la chimiothérapie et qui ne l'est pas, et d'autre part, qui n'est pas éligible à une hormonothérapie prolongée. C'est une question qui est arrivée un peu après dans le temps, mais qui se pose aujourd'hui. Et ça, évidemment, donc, pour des cancers qui sont les cancers donc, dits hormonodépendants, HER2-, donc qui sont l'indication majeure de ces signatures aujourd'hui. Alors comment elles sont venues? On avait dans les années 2000 une notion qui était qu'il y avait un surtraitement en termes de chimiothérapie adjuvante et ce surtraitement finalement on n'arrivait pas à s'en débrouiller correctement avec les facteurs pronostiques classiques que sont l'âge, la taille, le statut ganglionnaire, le grade, le Ki-67, les récepteurs hormonaux et les récepteurs HER2. Il y a eu une première étude générale, alors ça je pense que si on ne l'a pas vu une fois, on ne l'a jamais vu, c'est ce fameux diagramme de Sorli et Perroux donc, qui a été publié dans Nature et qui donnait les 5 sous-classes moléculaires du cancer du sein, où on retrouve donc les fameux luminaux A et B, donc ces cancers qui sont dits hormonodépendants, HER2-. Et donc c'était un travail qui a été fait sur de l'expression d'ARN, et ça a donné un peu le démarrage en fait de la création de ces signatures, avec 2 grandes signatures qui sont dit les signatures dites de première génération, MammaPrint et Oncotype DX, donc qui sont des signatures d'expression de gènes et qui ont été évaluées donc à cette époque d'ailleurs sur notamment pour ce qui était d'Oncotype, l'ensemble de la population, ça avait été créé sur l'ensemble de la population. Il y avait aussi des triples négatifs et des HER2 amplifiés, ce qui explique des fois un peu certaines données qu'il y a pu avoir avec cette signature. Et puis, il y a eu des signatures qui sont arrivées avec des tests d'expression génique de 2e génération, donc un peu plus tard. Et vous voyez que si les premières ont permis d'avoir des études prospectives avec des résultats aujourd'hui, les études prospectives randomisées sur les secondes signatures, bien, elles sont encore en cours. Donc, c'est EndoPredict et Prosigna. Avec une différence entre les deux, c'est que l'on a adjoint donc des facteurs qui étaient aussi des facteurs, on y reviendra, histopronostiques importants. Donc EndoPredict en lui-même, c'est une signature qui se limite à 12 gènes. C'est une des signatures qui est le nombre le plus restreint donc, de gènes à évaluer, qui prédit donc le risque du récidive à distance, mais à 10 ans, ça c'est les données que l'on a, et le bénéfice absolu de la chimiothérapie chez ces patientes atteintes d'un cancer primitif, RE+, HER2-. Et vous voyez qu'on va combiner donc des facteurs tels que la taille et le statut ganglionnaire pour définir en 2 risques seulement. Il n'y a pas de zone grise, contrairement à certaines autres signatures,
un risque élevé versus un risque faible sur un cut-off, donc une coupure de la valeur qui se trouve à 3,3. Et on le verra, cette coupure, elle est maintenue dans le temps. Il n'y a pas eu de changement de cut-off au cours du temps, quelles que soient les études, quel que soit le type de femme incluse, le type de traitement utilisé. Et cette signature, elle a aussi, c'est une des premières à être flexible parce qu'elle est sortie du laboratoire centralisé où elle avait été développée pour pouvoir être utilisée en routine dans les laboratoires locaux. Et donc en France, il y a plus de 10 centres qui les utilisent, donc de plateformes de biologie moléculaire en laboratoire de pathologie ou laboratoire de biologie médicale, avec un test qui a un marquage. Donc aujourd'hui, ça c'est ce qui garantit, si vous voulez, qu'on a la possibilité de rendre un test de diagnostic médical, donc avec l'engagement évidemment du laboratoire qui le réalise, et donc conforme avec les normes de sécurité et de production. Alors, quelles patientes? Bon, on l'a déjà dit, je l'ai déjà dit, bon, on réinsiste, hein, effectivement, ça se limite vraiment à ces patientes qui sont soit RH positif, RE+, ou RP+, HER2-, avec le cut-off donc on a en France, hein, il y a des petites différences, avec ou sans envahissement ganglionnaire, ça c'est dans les études, de grade 1 jusqu'à grade 3, et de taille T1 à T3, globalement au stade T1, T3. Donc comment ce risque est-il calculé? Donc, je vous l'ai dit, on va mesurer 3 choses finalement. Un score génomique, donc un score moléculaire, expression de 12 gènes, je les détaillerai juste après, et puis on va regarder la masse tumorale globalement, c'est-à-dire la taille, donc le PT, donc 1, 2, 3, et le statut ganglionnaire 0 ou 1, on va se limiter au N1 dans la validité aujourd'hui bien cadrée donc, du test. Et vous voyez qu'on va pouvoir définir un continuum de risque, et ça c'est ce qui est connu d'ailleurs pour finalement toutes les signatures, c'est qu'on a au fur et à mesure du temps donc une élévation évidemment du risque de récidive, et qu'il a est corrélé donc au score EpiClean. Qu'est-ce qui va définir les deux groupes? C'est ce fameux cut-off. Alors, on y reviendra sur ce cut-off de 3,3. Vous voyez que déjà, il définit en fait un pourcentage de risque qui est celui de 10%. Et ça, c'est ce qui était connu dans les critères, notamment en Saint-Gallen, pour définir ce qui était un haut risque d'un bas risque. Donc, on se retrouve avec ce cut-off à 3,3, et puis on va placer la patiente. Si ici, vous voyez, elle a un test qui est à 3,6, mais elle aura un risque de récidive qui sera de 13%. Donc ça, ce sont les premières données. Alors, comment ça a été validé? Bon, je vous ai dit, l'histoire des signatures, ça démarre en fait avec une nouvelle technologie qui sont les puces Affymetrix, qui permettent de faire de l'analyse d'expression. C'est pas forcément très reproductible dans le temps. Ça a été vraiment utilisé pour des cohortes de training. Et quand on a recommencé, ça a été un des gros problèmes d'ailleurs de MammaPrint, d'avoir au cours du temps un test qui était stable. Et ça a posé des problèmes, notamment dans l'étude de validation prospective. Là, on a une forme d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on va commencer à sélectionner les gènes d'intérêt, puis de plus en plus, pour en avoir le moins possible. L'intérêt d'en avoir le moins possible, c'est d'avoir finalement une variabilité technologique qui soit la plus faible possible. Plus vous incluez de facteurs dans quelque chose, plus vous incluez de la variabilité. Et donc un risque finalement, quand vous travaillez sur plusieurs plateformes, ou même quand vous répétez le même test dans le temps, d'avoir donc des erreurs. Donc là, on est sur 8 gènes cibles, et 4 gènes de standardisation. Quand on fait de l'expression, c'est toujours une expression relative. Donc on prend des gènes qui ne bougent pas entre les cellules tumorales et des cellules normales, qui sont toujours constants dans le temps en termes d'expression, et qui vont nous donner donc la quantification relative. Donc ça se pratique de la façon suivante. Donc on travaille évidemment sur des échantillons fixés en paraffine. Donc ça peut être du tissu chirurgical ou une biopsie. On reviendra sur l'utilisation des biopsies. Il nous faut quand même des coupes qui soient importantes, de 10 microns d'épaisseur, 30% de cellules tumorales. Ça c'est pour garantir une cellularité qui sera relevante en termes d'expression génique. Et puis, on va contrôler bien sûr ça sur la lame HE correspondante. On travaille dans des petits tubes, vous voyez, c'est un travail qui va se faire soit manuellement, soit automatiquement. Une extraction de cet ARN, une qualification de l'ARN en premier temps, et ensuite, on travaille sur la quantification en elle-même, qui se fait sur un petit appareil, on ne voit pas trop la taille ici, mais enfin c'est grand comme ça, et qui nous permet donc de faire cette quantification par une technique de RT, PCR, QPCR, quantitatif PCR. Et puis on a le résultat. Donc ça demande à peu près 8 heures. Bon, en gros, il y en a un pour un jour ou un jour et demi. Tout dépend comment on s'organise.
Les gènes qui ont été sélectionnés, ils ont une particularité. Je vous ai dit donc 8 gènes d'intérêt, ils sont à répartir en 2 groupes. Un premier groupe, 3 gènes qui vont regarder la capacité de prolifération et d'invasivité des cellules. Donc ça, c'est assez classique en cancérologie. Et puis, ce qui est spécifique, là, bien sûr, au cancer du sein, ça va être l'autre versant, c'est-à-dire les 5 gènes qui regardent la voie de l'hormonodépendance. Et vous remarquerez, si vous faites la liste, je ne vais pas vous lire tous ces acronymes un petit peu barbares, mais il n'y a pas de quantification du récepteur aux oestrogènes, de l'expression du récepteur aux oestrogènes, ni du récepteur à la progestérone, ni de l'expression d'HER2. On sait en fait que ces 3 gènes qui sont déjà présélectionnés, puisque ce sont des patientes qui n'expriment pas normalement l'ARN HER2, qui n'expriment pas ER et PR non plus, et on connaît la bonne corrélation entre la protéine et l'ARN, eh bien, ces femmes-là, on est tranquille, normalement, elles n'expriment pas ces récepteurs HER2, et normalement, elles surexpriment ER et PR. Et donc, on ne les met pas dans la signature, il y a d'autres signatures qui les mettent dedans, ça donne, en fait, en réalité, quelque chose qui est redondant et qui peut finalement créer un biais. Donc là, on ne les a pas, et c'est plutôt bien, parce qu'on va regarder quelque chose qui est indépendant des critères de sélection initiaux. Et puis voilà, donc on a ces gènes de normalisation, et puis on a quelque chose qui est important, parce que quand on fait de la quantification d'ARN, il ne faut pas qu'on ait de l'ADN contaminant, sinon ça donnerait un résultat faussement positif. Donc cet ADN, on le détruit, il est extrait au même moment, mais il y a une phase de DNase pour le détruire, et là on va contrôler qu'il n'y ait pas de présence d'ADN en mesurant l'ADN de HBB, donc s'il n'est pas, il faut absolument qu'il soit absent pour valider le test. Tout ça est fait en triplicate, donc c'est quelque chose qui est très bordé en termes de quantification. Ce score moléculaire, il est transparent. On a la formule, il n'y a pas de secret, c'est pas fait dans une boîte noire. On va mesurer ce qu'on appelle des deltas de CT, c'est la quantification de chaque gène, auquel on va adjoindre donc un facteur de correction pour obtenir donc le score final, qui est le score moléculaire. Ce score moléculaire, c'est pas celui que le clinicien va utiliser a priori, il va plutôt utiliser donc le score clinique, donc on appelle EP-clean, et qui, lui, va adjoindre, donc, je vous ai dit, 2 autres variables, le T et le N. Et vous voyez donc, là encore, les facteurs de pondération que l'on va donner à ces différents critères. Donc, un facteur qui va aller de 0 à 15 pour le score, le score moléculaire, lui, va varier de 0 à 15, et il a un facteur de 0,28. La taille, c'est la taille telle qu'elle est donnée. C'est PT1, c'est une valeur de 1, PT2, PT3, 1, 2, 3. Et puis, on aura 0 ou 1 pour le score ganglionnaire. Et là, vous voyez, affecté donc, des coefficients 0,35 plus 64. Donc, quand on regarde, on se rend compte que finalement, plus le score moléculaire va être élevé, plus il va impacter dans la signature. Et ce qui va différencier dans les valeurs basses, ça va être la taille et le statut ganglionnaire. Et c'est quelque chose qui est aussi connu, si vous voulez, dans l'épidémiologie de la maladie. Le score, je vous l'ai dit, encore une fois, 3,3, ça reste toujours le même. Donc ça, c'est le score du EP-clean. Alors, on peut le faire sur biopsie, on peut le faire sur pièce tumorale, oui. Et on en a ici l'étude qui montre qu'en fait, il n'y a pas d'impact d'avoir préalablement fait une biopsie sur la pièce qui va être réalisée, parce que vous savez qu'on peut modifier tout simplement l'induction en fait, d'une cicatrisation, qui est quelque chose qui ressemble aussi au processus de cancérogénèse. En réalité, on peut introduire des variabilités, notamment sur des gènes d'expression de prolifération. Mais là, ça a été montré dans une série de patientes à parier biopsie versus tissu chirurgical. Vous voyez que la corrélation est très bonne, 0,92, et qu'il y a eu simplement 2 discordances sur le P-score au final sur ces 80 patientes. Donc on peut être assez confiant. Si les biopsies sont en plus faites vraiment à distance, là il n'y a pas de souci. En termes de validation analytique, c'est une des signatures qui a le plus d'études, puisqu'effectivement, comme elle a été relativement rapidement décentralisée, il y a beaucoup de laboratoires qui ont procédé à ce qu'on appelle donc la validation en interne, donc de regarder si on a une reproductibilité, une répétabilité en premier, une reproductibilité, et puis une justesse, c'est-à-dire est-ce qu'on retrouve la même valeur quand on a un échantillon cible qui a été bien caractérisé. Et là, il y a plus de 6 études. Je vais simplement vous montrer donc l'étude, là c'est l'étude de Denkert, une des plus grosses en 2012, qui vous montre la répétabilité absolue au cours du temps du test, et ce sur plusieurs groupes de participants. On a fait la même chose en France depuis 2007
2016. Au départ, 6 laboratoires. Maintenant, il y a plus d'une dizaine qui y participent. Vous voyez donc les résultats. Ça, c'est la publication qu'on avait fait dans Anti-Cancer Research, donc publiée donc par Jacqueline Emanché, donc de l'hôpital Saint-Louis, qui continue donc brillamment de gérer ce contrôle interlaboratoire sur l'ensemble de la France. Donc en fait, c'est simple. On prend des échantillons qui ont déjà été analysés. Elle fait des coupes qu'elle envoie à chacun des laboratoires. Donc ce sont les mêmes coupes qui sont contrôlées pour ne pas non plus que le dernier n'ait plus de tissu tumoral. Donc il y a tout un travail qu'elle fait très bien. Et chacun va rendre ses résultats sur l'ensemble des gènes. Donc vous voyez, il y a variabilité sur l'ensemble des gènes et puis sur le résultat final. Donc je vous passe vraiment les détails, mais sur une période de 5 ans, et maintenant on a des résultats qui sont encore plus récents qui vont être publiés, les scores à la fois EP, donc le score génomique, le score EP clean et le pourcentage de risque à 10 ans ont un écart type donc de 0,24, 0,07, 0,7%. Pour vous donner une idée, sur une valeur qui serait aux alentours de 3,3, on a moins de 0,1 de variation. Donc on est sur quelque chose qui est extrêmement sensible et surtout répétable. Et ça, c'est vraiment important. Parce que vous voyez que sur les risques de relapse, il y a une variation de 7 à 8 à 9% sur l'échantillon qui vous est montré ici. Donc on reste dans une valeur qui est absolument correcte en termes de validation analytique. Alors en termes de validation clinique, on démarre en fait d'une première étude de training qui a pris 964 patients, comme vous voyez. Et puis il y a eu 5 cohortes de validation. Donc la BCSG 6, 8, le GICAM, l'étude Transattack, et puis on y viendra à la fin assez récemment, donc l'étude préménopausale. L'ensemble de toutes ces études sont des études qui sont des études cliniques randomisées, mais pour lesquelles la valeur du test a été réanalysée rétrospectivement. C'est ce qui donne d'ailleurs à cette signature, si on prend les critères de Simon et Hayes qui donnent des critères de validation sur les facteurs pronostiques, un niveau de preuve maximum, mais de niveau B, pas A, parce qu'il n'y a pas eu une étude prospective dédiée, randomisée, pour lesquelles on a les résultats aujourd'hui. Mais on appelle ça un LOE 1B versus LOE 1A. Donc quand on a plusieurs études qui sont concordantes sur la même indication. Et ça donne un niveau de preuve qui est suffisant pour son utilisation en clinique. Bon, vous voyez les différents types d'études, vous les connaissez de toute façon. On a certaines qui incluent des femmes pré- et post-ménopausées, donc on a les deux types de femmes, et on a aussi cette question donc, du statut nodal. Et vous voyez donc les résultats en termes de risque à 10 ans. Si on les prend un peu plus dans le détail, vous voyez qu'on a, en fonction des études, ABCG 6, 8 et ATTAC, à peu près donc des résultats qui sont similaires sur ces patientes qui étaient des patientes ici N+, ou N0, donc ça c'est l'ensemble de la population, avec un risque faible pour environ, on va dire, globalement 60% des patientes, et ce risque faible correspond à un risque de récidive qui tourne aux alentours de 4 à 6%. Et vous voyez que pour les risques élevés, on est aux alentours plutôt de 30% de récidive, avec ici un pourcentage de femmes qui tournent aux alentours de 40%. Voilà un petit peu le niveau de ces résultats. Ce qui est intéressant, c'est de les regarder en sous-groupe. Et là, il y a eu donc pas mal d'études. On peut regarder avec ou sans envahissement ganglionnaire. C'est la question, puisque c'est une question qui se pose pour l'ensemble des signatures. Est-ce qu'on peut vraiment les utiliser? On sait que l'INCa est en train de regarder dans sa validation de ces signatures quelles seront les indications. Donc la question du N est vraiment importante. Là, si vous regardez ici, donc toujours dans les études Transattack et BCG, la groupée pour 6 et 8, vous avez donc les patientes sans envahissement ganglionnaire. Évidemment, sans envahissement ganglionnaire, le P-clean élevé a un risque qui est beaucoup plus faible de récidive. Vous voyez ici 13 ou 20%. Mais on retrouve beaucoup plus de patientes avec un risque faible, ce qui est logique aussi. Mais ce risque faible continue d'être constant aux alentours de 4 à 6%. Vous voyez qu'on est toujours en fait sur ce même risque. Et on va le regarder maintenant pour les patientes avec envahissement ganglionnaire. Et là, pareil, le statut bas est est très donne une certaine confiance, puisqu'on retrouve certes dans une population plus faible de patientes, mais le même type de risque de récidive. Donc la question sur l'utilisation dans ces deux groupes semble ici à peu près identique, en tout cas en termes de confiance, quand on a un résultat EP-clean bas. Alors c'est bien d'avoir un outil
comme l'a dit William, qu'est-ce qu'on en fait? Et finalement, est-ce qu'il n'est pas redondant avec l'ensemble des outils qu'on utilise déjà? Alors bon, on le savait un peu que les facteurs conventionnels n'étaient pas toujours suffisants. C'est bien pour ça quand même que ces signatures ont quand même eu un certain succès. Mais enfin, faut-il encore le montrer? Donc montrer qu'on a une valeur indépendante, c'est de faire une analyse multivariée en analyse de Cox. Et là, sur l'ABCSG S8, ABCSG 8, pardon, vous avez donc les résultats de l'analyse multivariée enfin, en termes de facteurs pronostiques. Et vous voyez que la taille et le statut ganglionnaire sortent et le score moléculaire, pas les autres. Et donc on rejoint cette notion donc, que l'on a de cette signature qui va inclure les facteurs qui sont des facteurs pronostiques complètement indépendants, en dehors notamment des récepteurs hormonaux, etc. Voilà. Oh, il y a une jolie animation, c'est parfait. Maintenant, si on regarde avec le grade. Alors le grade, aujourd'hui, on sait que c'est grade 2, c'est compliqué. C'est toujours compliqué quand on a un test qui est en 3 classes, parce que la classe intermédiaire, c'est toujours la classe du peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça pose un petit peu problème. Ici, si on regarde la séparation donc, dans les études ABCG 6 et 8, vous avez le risque en fonction du grade et de l'EP-clean. Et vous voyez que même chez les grades 1, on a quand même 22% de risque élevé. Chez les grades 3, vous avez 19% de risque faible. Donc on voit bien qu'il y a ici une reclassification, en fait, avec le test des patientes en fonction du grade. De même ici, vous voyez, c'est en plus validé par la courbe elle-même de survie, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes types de courbes de survie pour les bas risques et les hauts risques. Vous voyez que si vous regardez le KI67, vous avez 29% de KI67 faibles, alors que le risque est élevé avec EPCLIN, et on voit avec un 20% de récidive chez ces patientes. Et puis à l'inverse, pour ici, le KI67 élevé, vous avez 34% de discordance, en fait, ici, avec le test EPCLIN. On sait aussi que le KI67 est difficilement reproductible, donc c'est peut-être aussi une des raisons. Alors, la grande question qui s'est posée, en plus assez récemment avec certaines équités, on pourra en discuter, c'est sur la validité chez les préménopausés. Ça, c'est une vraie question, parce qu'effectivement, on est en plus chez des femmes donc plus jeunes, avec donc une survie normalement globale d'emblée, historiquement donc plus longue. Et donc, est-ce qu'on peut se permettre effectivement de faire confiance à une signature pour une des escalades thérapeutiques? Bien, voilà les résultats ici. Alors là encore, c'est une étude rétrospective de Constantinou qui a été publiée assez récemment et qui est sur 385 femmes. On est ici sur 100, là aussi 10 ans donc, de survie, vous voyez, et 65% ont été classés comme EPCLIN faible chez ces femmes, et avec là encore le même niveau de taux de récidive, 3% versus 24% pour le EPCLIN high. Est-ce que ces résultats, finalement, donc, de cette étude rétrospective spécifiquement dédiée, on peut les retrouver dans les sous-classes de patientes qui étaient préménopausées dans les études de validation initiale? Et vous regardez, et vous retrouvez les résultats ici, sensiblement les mêmes, vous voyez. Donc l'étude dite préménopausale, c'est ce dont je vous parlais, ici complètement à droite, mais on a quelque chose qui est à peu près superposable sur les ABC SG 6, 8 et Transattack. Donc on a encore une fois une certaine confiance. Maintenant, sur les sous-types histologiques, alors le cancer du sein lobulaire invasif, ben là vous allez voir qu'on a en termes, là encore, de ségrégation entre haut risque et bas risque, eh bien, une courbe qui est parfaitement significative. Donc on peut le faire. Et ce qui est vraiment intéressant, je vais aller sur la diapositive suivante, c'est de séparer entre les patientes qui ont un envahissement ganglionnaire et celles qui n'en ont pas. Et vous voyez que chez les patientes avec envahissement ganglionnaire et EPCLIN high, on a véritablement défini une sous-catégorie de patientes à très haut risque de récidive avec le test EPCLIN. Alors maintenant, je vous ai dit, on était sur la notion de regarder finalement la récidive à 10 ans et le corollaire de l'éventuel bénéfice ou pas de rajouter donc une chimiothérapie. Donc il y a la question des métastases qui sont métastases tardives versus des métastases précoces. Donc quand on regarde l'histoire naturelle de ces femmes, on sait qu'il y a récidive
entre 0 et 5 ans, mais que ça continue après 5 ans et que ça continue même après 10 ans. Donc il y a un intérêt de regarder aujourd'hui si on doit finalement upgrader donc, les traitements hormonaux, notamment au-delà de 5 ans, pour éviter ces récidives qui seraient des récidives tardives. Donc je vous ai dit, on a déjà parlé, on a des gènes de la prolifération qui représentent les récidives précoces. Et je vous montrerai d'ailleurs les données à ce sujet, versus donc les récidives tardives, et là qui sont plutôt associées donc aux récepteurs hormonaux. En tout cas, c'est ce qu'on dit sur cette diapo. Après, donc, on peut un petit peu le regarder. Et effectivement, ici, dans les études, vous avez donc le suivi des patientes de la BCG 6 et 8, avec un EP clean bas versus EP clean haut, comme d'habitude, donc, et on retrouve les données qu'on connaissait. Maintenant, si on prend celles qui n'ont pas récidivé entre 0 et 5 ans et qu'on refait le même calcul maintenant de 5 à 15 ans, eh bien, vous avez la courbe de droite avec un taux de récidive qui est bas, toujours bas, donc pour ces femmes qui ont un EP clean bas, et qui est de quasiment 16% pour les femmes avec un EP clean haut. Quand on regarde, ce que je vous disais, voilà, les notions en fait de quels sont les gènes qui sont impliqués et pourquoi en fait on a ce type de résultat, eh bien vous voyez que sur les récidives de 0 à 5 ans, c'est la prolifération, donc c'est les 3 gènes dont je vous ai parlé, qui sont significatifs en termes de valeur pronostique. Et on retrouve ici nos gènes liés à l'hormonodépendance qui sont significatifs uniquement pour les récidives qui vont de 5 ans à 15 ans. Et on va retrouver aussi le statut ganglionnaire qui, dans les deux cas, a un rôle important. Voilà donc les facteurs en analyse multivariée qui expliquent le pourquoi, en fait, de ce que l'on va rendre aujourd'hui en termes d'informations sur le rapport, j'y viendrai. Mais juste pour compléter, Dosset avait publié le CTS5, qui est en fait un score qui comprend l'âge, le grade, la taille, je vais en oublier un, ça c'est sûr, et le statut ganglionnaire. Et ce score, ici, vous voyez, il est comparé en termes de likelihood ratio, c'est-à-dire d'importance d'information. En bleu, c'est je rajoute le test CTS sur le P-clean, et j'ai pas, en bleu, c'est je rajoute le P-clean sur le CTS, et là j'ai une information supplémentaire qui m'est donnée, avec un petit P qui est significatif. En revanche, en vert, c'est je rajoute le CTS sur le test P-clean. Donc j'ai un test P-clean, j'essaye de reclasser mes patientes avec le CTS5, et là vous voyez que j'apporte pas plus d'informations, le test n'est pas significatif. Bénéfice de la chimio, alors on y vient, là aussi c'est rendu donc dans le rapport, et ça a été fait sur l'ensemble des 5 cohortes d'études prospectives randomisées de phase 3, donc ici 3746 patientes, on a donc les patientes à faible risque versus haut risque, et vous voyez le delta entre les patientes traitées par chimio versus pas traitées par chimio. Et là, vous pouvez donc regarder qu'au cours du temps, eh bien, vous avez une séparation objective qui se forme avec le test. Jusqu'à 3,3, c'est quasiment pas significatif. Et à partir de 3,3, donc toujours le même cut-off, on va arriver donc à distinguer 2 groupes qui ont un bénéfice de l'adjonction de la chimiothérapie. Et on le retrouve ici. Donc vous avez ici les patientes avec hormonothérapie seule versus hormonothérapie plus chimiothérapie. Et ce cut-off clair, donc, qui commence à voir les survies donc, qui vont diverger au cours du temps pour ces patientes. Et donc, on peut en déduire le bénéfice absolu et le bénéfice relatif. Alors ça, c'est une étude sur le néoadjuvant, bien qu'il n'y ait pas forcément d'intérêt en clinique, mais ça nous montre là aussi que le score EP-clean élevé, eh bien, vous montre un bénéfice sur la chimiothérapie adjuvante, mais pas sur l'hormonothérapie adjuvante. Et inversement, le score moléculaire sur les gènes de le score moléculaire faible montre un bénéfice à l'hormonothérapie versus l'inverse pour la chimio. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ici, on voit bien que dans les premières années, c'est vraiment la chimio, enfin le côté prolifératif qui va être impactant. Alors les comptes rendus, ben voilà, on y vient. Ils sont normalement un peu plus en couleur, il me semble. Enfin bon, on va peut-être changer de couleur. Enfin bref, on a un résultat qui est assez clair, donc qui vous donne, je vous ai dit, donc le résultat sur le score EP-clean. Vous voyez tout en haut, en plus petit, vous avez le score génomique
Alors il est a priori pas utile, on viendra, il peut l'être quand même par certains moments. La taille et le statut nodal, et puis vous avez donc le Péclin. Donc le Péclin en 2 classes, et vous retrouvez la valeur qui vous est donnée sur cette fameuse courbe de risque, en fait, qui est constante, hein, et qui va être informative. Vous avez sur la deuxième partie ici, donc le bénéfice individuel de la chimiothérapie, tel que je vous l'ai montré auparavant, avec donc ici le choix possible après pour le clinicien. Est-ce qu'on peut éviter une hormonothérapie prolongée, donc sans perte de chance? Là, on va regarder donc les risques, je vous l'ai dit, au-delà de 5 ans. Et vous avez ici donc 2 cas, hein, avec un risque de 2% ou un risque de 12%. Donc, au choix après pour le clinicien et la patiente de changer éventuellement la prise en charge thérapeutique. Dernier point, ça c'est un rapport, alors moi je le rends, c'est le rapport qui vous donne en fait toutes ces classifications indépendamment du statut nodal et de la taille de la tumeur. Je vous l'ai dit, on peut faire une analyse sur biopsie par exemple. On n'a pas encore les résultats à NAPAT, on peut faire le test. Et là, vous allez retrouver tous les cas de figure avec un tableau à double entrée, la taille et le statut ganglionnaire. Donc on va se limiter à 3 tailles. On va aller jusqu'à PT3, ça c'est possible. Mais on va se limiter juste aux 2 premières lignes, qui sont donc les lignes N0, N1. Vous voyez qu'on peut avoir un changement, donc s'il y a un changement éventuellement de taille, on aura un changement éventuellement de risque. Dans le cas de droite, vous voyez que quelle que soit en fait la taille et le statut ganglionnaire, on a affaire à une tumeur donc, qui est à haut risque de récidive. J'en ai terminé. En résumé, je vous l'ai dit, on est bien sûr donc, sur une signature qui est validée, plusieurs cohortes, dans des études randomisées de phase 3, analyse sur le biomarqueur rétrospectif, certes, mais on a au moins 4 études complètes aujourd'hui qui analysent donc les facteurs d'expression, les facteurs clinico-biologiques et clinico-pathologiques, pardon, et donc qui nous donnent un niveau de preuve 1B. On attend une preuve 1A, potentiellement, mais normalement, selon la grille de Simon, ça ne change pas. Hein. C'est-à-dire qu'en termes de validité pour un usage en clinique, il ne fait pas de différence entre les deux. Simplement, on peut se contenter d'une seule étude si c'est un niveau 1A. Est-ce que c'est d'ailleurs pertinent? Ça, on pourra en discuter. Les performances, elles ont été conservées quel que soit le statut ganglionnaire, quel que soit finalement l'âge de la patiente, puisqu'on a vu que les pré- et post-ménopausés finalement peuvent être incluses avec ce test. Et on a cette information donc de prédire le bénéfice de la chimio. On a une classification relativement simple, binaire. Je pense que c'est complexe d'ajouter une classification tertiaire quand on est déjà dans le doute de quelque chose. C'est rajouter du doute au doute et à la fin, il faut quand même bien trancher. On ne tranchera pas forcément que sur ce test-là, mais il doit, lui, apporter une aide claire. Et puis, nous, c'est notre travail, donc on est content de pouvoir le faire, mais c'est pas que. C'est qu'on est quand même dans un environnement sécurisé, accrédité et en proximité de nos anapathes qui donnent aussi une valeur au travail complet. Je veux dire, on n'a pas de prélèvement qui se balade un petit peu partout et qui risquerait de se perdre, ce qui est bien aussi. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions. S'il y a des questions sur le côté développement, méthodologie, analytique, c'est peut-être le moment, parce qu'après on va partir sur des données plus cliniques. Pas de questions brûlantes. Moi, j'aurais juste un commentaire. On est sur quelque chose qui a été démontré donc, en termes de reproductibilité, de validité analytique, de déploiement. Ça, effectivement, ça évite la zone d'ombre et parfois les boulettes qu'on a vues dans certaines études de phase 3 sur les rendus de résultats, sur un côté centralisé où la ligne s'était un peu déplacée. Je crois que le niveau de validation du biomarqueur de cette signature est excellent, comme celui des autres. Maintenant, et je pense que ça sera le gros du débat du deuxième et du troisième exposé, c'est vraiment la notion d'utilité clinique. Parce que, comme je vous le disais, un outil, c'est un outil. Hein. Si quelqu'un veut s'amuser à sculpter de la pierre avec une râpe à fromage
même si la râpe au fromage râpe bien le fromage, ça ne va pas bien se passer. Donc il va apporter une question. La question, elle sera: quel est le risque? Avec les éléments qu'on lui donne, il va donner la réponse qu'il peut donner d'une manière analytiquement bien faite. La question sera: comment j'interprète ensuite cette réponse-là au vu du contexte de ma patiente, qui est quand même plus complexe que 6 situations. Ouais. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison. De toute façon, aujourd'hui, quand on a, quel que soit le marqueur, on a ces 3 stades. On a la validité analytique. Ça, c'est important parce qu'on a quand même pas mal de marqueurs qui circulent, pas forcément dans les signatures exclusivement, mais dans d'autres aussi, et qui ont très peu de papier. Quand on fait des analyses sur des marqueurs pronostiques, on a beaucoup d'études, beaucoup de marqueurs qui sortent, et il n'y a pas beaucoup d'études analytiques. C'est quand même important d'être sûr que ce qu'on fait soit reproductible, etc. Bon, ça, je pense que je vous l'ai montré là-dessus, il n'y a pas de débat. Sur la validité, la validité clinique, c'est ce qui fait en général les arguments de pouvoir on va dire même ne serait-ce que de le mettre sur le marché. Donc on a des études, bon, après on peut discuter, etc. Sur l'utilité clinique, c'est ce qui manque, parce que c'est ce que demande le gouvernement ensuite pour prendre en charge ce type de test. Et ça, c'est des études qui vont aller je vous ai dit, de montrer l'indépendance du test par rapport aux autres outils qu'on utilise déjà. Donc là, on avait quand même un certain nombre d'informations. Mais on a aussi, après, des notions de pratique. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette présentation, mais il y a une slide qui a disparu et qui est sur l'étude Simossin. Ou alors je l'ai passée trop vite, je ne sais pas. J'espère qu'il n'y a j'ai pas eu un trou noir sur cette slide. Bon, Simossin, je vous le dis, c'est le registre français qui collige les résultats des femmes qui sont testées pour un test endoprédict. Ces résultats seront présentés par Jacqueline Lemanché très prochainement, et puis tu vas en parler, donc bon, d'accord, on a switché. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu un passage à vide. Voilà. Mais bon, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'en termes d'utilité clinique, je termine là-dessus, je pense que ça sera, c'est des données qui sont extrêmement intéressantes, parce qu'on regarde son utilisation en vraie vie, et effectivement, Christian vous en parlera. Peut-être pour la question au micro, s'il vous plaît. Merci. Je ne savais pas qu'on utilise ça aussi pour les biopsies. Je suis chirurgien. Tout ça pour vous dire, je ne suis pas votre adversaire. Nous utilisons l'endoprédic dans notre RCP. Très bien. Merci pour nous avoir expliqué le score. Dans le score, il y a le N. Sur une biopsie, vous n'avez pas l'anapathe de ce que j'ai opéré. Bien sûr. Donc, si on introduit, en théorie, le N clinique, veuillez m'excuser, mais tout oncologue présent dans la salle vous dira que je n'ai pas besoin de votre EP pour valider une chimiothérapie. D'accord. Non, ce que donc, oui. c'est intéressant comme démarche intellectuelle, si vous voulez, mais le N sur une biopsie, expliquez-moi. Non, j'ai pas dit ça. Je vais me réexpliquer. Il y a peut-être un malentendu. Je vous ai dit qu'on peut calculer le score, que ce soit sur un tissu ou une biopsie, on va calculer un score moléculaire. Mais après, on ne calculera pas le score EP-clean. On est d'accord. Hein ? Simplement, je vous ai montré qu'on peut ensuite, en fonction de ce qu'on saura sur le N et sur le T, on ne va pas être obligé de refaire le test, parce qu'on a ce fameux tableau, donc je vous ai montré. Je ne sais pas si on peut revenir en arrière. Voilà, ici. Vous voyez ? Alors, ici. Ce tableau, vous l'avez dit, moi je l'ai fourni à vos opérateurs ou à vos oncologues. Moi, je ne l'ai pas. Je ne reçois pas ce tableau. Intellectuellement, ça m'aurait fait plaisir de l'avoir aussi. Moi, je reçois les premières 2 pages de EP. Mais si vous voulez, sur une biopsie, utiliser un endoprédict, je ne vois pas l'intérêt. Non, on l'utilisera a posteriori. Ça, c'est la pratique de certains. Alors, je vais vous dire, en pratique, ça doit correspondre, je ne sais pas, à 1 ou 2% des demandes. On rend aussi parfois ce résultat sur pièce parce que, tout simplement, on ne nous a pas donné le statut. Des fois, on a beau lire le compte-rendu, etc., dans tous les sens. On ne le trouve pas. Alors, après, on appelle et on le retrouve, hein, je vous rassure. Mais oui, alors, il y a quelques prescriptions. Alors, je vous avoue que je ne sais pas fondamentalement pourquoi, mais on a parfois des prescriptions sur biopsie. Est-ce que c'est parce que c'est le tissu, finalement, qui au final était le tissu qui restait disponible, hein, c'est peut-être aussi la raison. Toujours est-il que techniquement on peut le faire
Après, effectivement, si on veut avoir un statut EP clean, et ça je vous le confirme, il nous faut absolument... Je pense que chacun d'entre nous peut attendre une semaine après les résultats ANAPAT en RCP pour une nouvelle rediscussion. Oui, je suis d'accord avec vous. Merci. Merci pour vos interventions et cet échange. On va peut-être avancer puisque le temps tourne. Christian va nous faire maintenant la synthèse non plus des données rétrospectives des gros essais pivotaux qui étaient des essais interventionnels médicamenteux, mais des données de vraie vie basées sur EPCLIN pour nous donner un panorama complémentaire. Merci Christian. Merci William, merci Myriade, merci pour ton excellente présentation. Merci pour votre présence. Ma présentation va être un petit peu plus simple. On a eu beaucoup de données scientifiques que c'est vrai qu'il faut un peu disséquer pour pouvoir un peu comprendre. Là, si j'essaie un peu de faire une synthèse, donc ce que tu nous as dit là tout à l'heure, c'est que ce test, on peut l'utiliser pour les femmes, ménopausées, non ménopausées, avec des ganglions envahis ou pas, récepteurs monopositifs HER2. C'est un test qui est de relativement facile accès, si on le compare aux autres, parce qu'on l'a sur les milieux locaux, ça c'est très important. Il est relativement bien remboursé, et ça on peut discuter après les mécanismes de remboursement de ces actes qui sont innovants, très importants, parce que c'est vrai qu'en France, on a quand même quelques soucis. Et après, tu nous as dit qu'on peut l'utiliser comme variable pronostique, très importante, à court terme et à long terme. Et sur le plan pratique, oncologue, moi je suis oncologue médical, cet outil c'est très important pour pouvoir décider un protocole de chimiothérapie et pour décider maintenant un traitement hormonal prolongé en face d'une maladie qui reste quand même assez chronique. On sait déjà ça, il y a la moitié des patients luminales plutôt B qui ont une maladie chronique avec des taux de récidive à 20 ans qui va autour de 50% quand on a plus de 4 ganglions envahis. Vous voyez un peu que dans l'oncologie médicale, dans les cancers tout court, on a quand même pas mal d'incertitudes. Ça, c'est un peu un truc qui nous poursuit toujours aux oncomèdes. On n'est pas toujours certain de l'avenir de nos malades. Et c'est vrai qu'on a des outils un peu historiques qui nous aident énormément, mais ici, on a un outil complémentaire que si on l'utilise bien, comme l'a dit William Jacot, le professeur Jacot là tout à l'heure, et si on utilise bien cet outil complémentaire, il va nous approcher plus à cette idée de certitude qui est toujours très importante pour pouvoir un peu avoir cette idée de projet thérapeutique avec les patients. Donc, je dis que c'est très simple parce qu'il y a uniquement 3 registres de vraie vie avec EndoPredict. Donc, on a 2 registres allemands et on a une énorme base de données française qui actuellement elle est plutôt descriptive et on est en train de travailler, ou ils sont en train de travailler le côté un peu de survie. Et je pense qu'en 2024, on aura des choses qui vont être beaucoup plus intéressantes. Comment, en fait, ce EPCLIN, il s'applique et qu'est-ce que ça arrive avec nos patients ici en France. Avec cette idée de ces études de vraie vie qui, pour le moment, je pense qu'ils sont dans une espèce de développement théorique qui est quand même assez imparfait, mais qui va prendre une place énormissime dans la recherche clinique. Vous voyez un peu, et ça c'est en parenthèse, la recherche clinique ici en France, que peut-être c'est mieux que des autres pays, mais on a presque 4 millions de patients atteints de cancer tout court dans tous les territoires, et il n'y a que 2% de patients qui participent à la recherche clinique. On a moins de 60 000 inclusions par an. On a moins de 2% des patients qui participent, qui ont un accès. Il y a presque les 80% des patients qui participent à des études académiques. Donc, ça veut dire qu'il y a uniquement 20% dans des études industrielles. 60 000 sur 4 millions. Vous voyez un peu la marge de manœuvre qu'on a. Et c'est là où les études de vraie vie, ils vont arriver pour un peu être complémentaires et permettre un peu de nous apprendre et tout ce qui est, ou de confirmer par exemple la toxicité, ça c'est très important, et plutôt aussi de voir ce qu'on a appris sur des études de phase 3, si effectivement ça s'applique à la réalité, donc une espèce d'étude de confirmation. Je dis un peu ça parce que parfois on essaye un peu d'utiliser les études de vraie vie pour pouvoir un peu confirmer des hypothèses qu'on n'a pas pu confirmer avec les études de phase 3. Ici, on est surtout le contraire, donc on va évaluer la toxicité à distance pour des médicaments, ou on va confirmer ce qu'on a appris pour des études scientifiquement beaucoup plus solides. Ça, c'est un peu les points essentiels des études de vraie vie,
Il y a un peu, tout le monde un peu académique, il est en train de travailler pour ça, pour pouvoir un peu lui donner beaucoup plus de puissance et pouvoir augmenter ce nombre des inclusions, toujours pareil. Plus de recherche clinique on a, mieux c'est, parce que ça donne de la qualité, la traçabilité et tout ce que vous connaissez déjà sur ce type de développement. Donc, la première étude, ce que je vais faire, c'est un peu aller directement à les courbes, hein, pour voir un peu comment ça s'applique à la clinique. Mais la première étude allemande, c'était fait à Munich. Vous voyez qu'il y a 400 patients, presque 400 patients, à peu près les mêmes chiffres que tu nous as montrés sur les études d'analyse validique. Donc, des patients âge plus, âge d'un mois. Ça, c'est des études qui ont été faites jusqu'à 2015, donc ça veut dire qu'on a 8 ans de suivi, ça c'est très important. Donc on a là la population qu'on a besoin, ou est-ce qu'on a des problèmes pour décider, un outil complémentaire qui nous aide à la décision, c'est des patients T1C, c'est des patients T2, c'est des patients un peu toujours qui sont dans la zone intermédiaire, hein, où on ne sait pas trop s'il faut faire de la chimio, et on a besoin de quelque chose de complémentaire pour confirmer notre décision. C'est ça qui exprime en fait ces premières études de vie réelle. Et vous voyez que le premier point, c'est déjà très important. Il y a 35% de patients qui ont un épicline haute. Ça, c'est un peu la variable qui peut inquiéter un tout petit peu. Et on voit à niveau de la comparaison entre les deux qu'entre un épicline bas et un épicline haut, il y a à peu près 10% d'écart à niveau de la courbe de Soubry. Ici, on va, ici, je pense que ça, c'est le plus riche hein, d'analyser ces études de vie réelle. Si on regarde un peu les courbes de survie, qu'est-ce qu'on peut conclure hein? On peut conclure déjà, si on compare entre bas et haut, qu'il y a à peu près 4 fois plus de risques, 4,5 plus de risques qu'un patient il nous fasse des métastases à distance, quand un patient a un épicline haute. Donc ça donne une idée un peu pronostique de ce que ça peut arriver avec les patients. Donc on parle de probabilité de risque, on est à 450% plus de risque de développer des métastases. Ça veut dire que si on voit les côtés positifs, un patient qui a épicline bas, c'est plutôt un patient de très bon pronostic. Donc ça, c'est la première information qui s'extrapole exactement pareil à l'EFS, donc ça veut dire qu'il intègre la variable de récidive locale avec 2 fois plus de risque pour un patient qui a un épicline haut. Ça, c'est le premier message. Le deuxième, ça peut s'extrapole exactement pareil pour les patients N+, et N0. C'est pour ça que le test est valable pour les deux types de patients. Et également pour les patients en pré et en post-ménopause. Donc ça veut dire qu'on a la population en plus, ça veut dire qu'on a la population pré et ménopause, et on a une idée très concrète de ce qu'implique le pronostic. Donc premier message, un épicline haute, c'est moins bon qu'un épicline bas, et sur le pronostic, on est très tranquille quand l'épicline est à moins de 3,3. Ouais. Qu'est-ce que ça arrive avec la chimiothérapie? Avec la chimiothérapie, c'est pareil. Nous, on a besoin de ce test pour pouvoir décider notre chimio. Et quand on compare les deux, quand ils sont comparés les deux, ce qu'on peut conclure grâce à ces courbes de survie, c'est que le fait de faire une chimiothérapie, donc ici, il y a 35% de patients qui ont une épicline haute. Sur les 30% de patients, il y a à peu près 70% de patients qui sont faits de la chimio, 30% de patients ne sont pas faits pour motifs divers. Ils sont comparés les deux groupes et ce qu'on a appris grâce à Kaplan et Meyer, que le fait de faire de la chimiothérapie, ça diminue la probabilité de récidive locale ou à distance d'un petit peu plus de 50%. Ouais. Donc ça veut dire que quand on a un test, on a décidé de faire un test, forcément on est confronté à une décision de faire une chimio parce que le bénéfice, il est quand même assez clair. Donc ça, c'est le premier message très clair. On a un message pronostique et on a un message de diminution de probabilité de récidive grâce à la chimiothérapie quand le test il est mauvais. Donc la deuxième étude de vie réelle, c'est une étude qui a été réalisée à Berlin, c'est l'étude de Charité, donc sur presque 850 patients, pareil, exactement pareil, endoprédict, exactement pareil, c'est un test qu'il faut avoir en post-opératoire parce qu'il faut intégrer la variable de ganglion, épicline, hein, c'est un peu la grande différence qu'on a avec des autres tests génomiques, et ça c'est très important parce qu'on intègre la globalité des données, on essaie d'intégrer le maximum de données possibles, et exactement pareil, comme a dit William, il faut savoir l'utiliser, et on ne l'utilise pas pour tous les patients, on l'utilise là où on a des doutes, plutôt ça c'est ma pensée, les doutes c'est où, c'est T1C, c'est T2, c'est des situations intermédiaires, c'est des situations en doute sur le type de traitement et comment on peut faire pour optimiser le pronostic du patient.
Donc, qu'est-ce qu'on a appris avec les tests de vie réelle? Quelque chose de très important. Quand le test il est bon, donc moins de 3.3, le pronostic il est excellent. Ça, vous pouvez voir qu'avec un suivi à plus de 5 ans, il y a très peu de récidives à distance. Donc, on est à peu près à 1% pour des patients en 0, on est à peu près à 2% pour des patients en A. Donc, déjà, avoir un test implique pouvoir se projeter avec des patients sur une maladie qui, malheureusement, elle reste quand même parfois assez imprévisible. Et tout le monde a dans sa pratique courante des patients avec d'excellents pronostics sur des variables classiques et qu'après, soit quand on arrête l'hormonothérapie, ou soit avant, soit beaucoup plus tard, ils font des récidives sur des situations qui sont quand même assez atypiques. Donc, encore une fois, on confirme grâce à ces études de vie réelle ces données pronostiques très importantes à distance. Ça, c'est, je pense, plutôt un des messages plus importants, mais on ne l'utilise pas pour être tranquille, en tout cas par rapport à ce qu'on a, on l'utilise pour décider une chimio, on l'utilise pour décider une hormonothérapie prolongée chez des patients qui ont besoin. Et vous voyez qu'à niveau de la chimio, ils sont montrés exactement pareil. Ici, il n'y a pas assez de ratio, et c'est un petit peu plus difficile un peu de conclure sur la diminution des probabilités de récidive, mais il y a à peu près un petit peu plus de 3% de bénéfices absolus quand on fait de la chimiothérapie avec des patients qui ont un EP clean haut. Donc encore une fois, sur la vie réelle, on confirme tout ce que Pierre-Jean nous a dit. Donc il y a une indication claire aussi d'un test qui nous aide pour décider la chimiothérapie. La chimiothérapie, avec toute la complexité qu'implique sur l'impact psychologique, physique, les conséquences à court, moyen et long terme. Donc aujourd'hui, ça devient très compliqué. Il faut vraiment justifier une chimiothérapie quand on décide de faire une chimiothérapie pour un patient luminal. Ce n'est pas le problème pour les triple neg, ce n'est pas le problème pour les SHO2+. Pour un patient luminal, il faut décider une chimiothérapie et il faut avoir le maximum de données possibles pour que cette chimiothérapie soit vraiment justifiée. Ça fait déjà 5-6 ans qu'on est un peu sur cette vague de preuves génomiques qui communiquent à 70% moins de chimio, etc. Aujourd'hui, vraiment, nous, comme on comède, en connaissant la chimio, en étant spécialiste de chimio et en étant conscient de la toxicité qui peut apporter et sur l'importance empirique un peu de traitement, plus on a pour pouvoir un peu confirmer nos décisions, mieux sera pour les patients et bien sûr pour la prise en charge en général. Et après, ce qu'ils ont fait ici en Allemagne, c'était plutôt, ça c'est quelque chose un petit peu plus complexe, un peu analysé, c'est par rapport à un modèle proportionnel de Cox, essayer un peu de voir si effectivement le fait de faire de la chimiothérapie, ça apportait quelque chose, et ça apporte quelque chose, mais vous voyez que sur ce test-là, ils ont pris la globalité des patients. La globalité des patients, ça implique des patients avec de bons pronostics selon les scores. Donc, à mon avis, très difficile un peu de dire que grâce à Cox, on peut aussi confirmer la chimiothérapie, mais on est toujours sur la même tendance. Quand on est en face d'un test qui est mauvais, la chimiothérapie, ça peut se justifier. Et après, déjà pour finir, on a Simon Saint, que j'ai appris qu'il y a presque 10 000 patients aujourd'hui. Ça, c'est une base de données qui était exigée par l'agence, l'HAS, un peu pour pouvoir avoir un retour de tout ce que ça fait, remboursement des innovations qui sont hors nomenclature. Ça, c'est très important pour savoir qu'est-ce que ça arrive en France, comment nous, on utilise cet outil complémentaire, et surtout ce qu'on aura, et ça c'est très important à mon avis, à rester très attentif en 2024, c'est qu'on aura les données de survie, donc ce que les Allemands ils ont déjà fait, on l'aura en France l'année prochaine sur environ 1500 patients peut-être, je ne sais pas en quel moment ça va arriver, mais ça va être très important pour voir comment ça s'applique, et surtout quels bénéfices il tire les patients ici dans le territoire grâce à Endopredict qui est utilisé dans tous les hôpitaux et toutes les cliniques. Donc vous voyez que ce qu'on a encore sur cette étude Simon-Saint, c'est plus descriptive. Donc c'est très bien d'avoir des choses descriptives, mais après, il n'y a pas grand-chose sur le plan scientifique exploité. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà qu'on les sollicite de façon plutôt logique, parce que la majorité des patients où on sollicite Endopredict, c'était un C et c'était 2, déjà ça c'est un point. C'est des patients où il y a des patients préménopausés, à peu près les 30% des patients ils sont en situation de préménopause. Et après, bien sûr, ces tests, il faut les avoir et les résultats, ça s'applique sur un RCP post-opératoire avec toutes les données cliniques pour pouvoir après prendre une décision
correcte ou complémentaire à ce qu'on a. Donc ça, c'est la population. Et vous voyez qu'en fait, on ne sort pas de la logique et on ne fait pas des excès. Et ça, c'est très bien. Et on peut discuter après sur la complexité du remboursement. Donc, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Quelque chose qui ne surprend pas. Donc, avec le cancer, il n'y a pas de certitude. Là où on est tranquille, parfois, il y a de l'intranquillité. Là où on est très intranquille, parfois, il y a quelque chose de biologique où ça se passe bien, il n'y a pas de récidive. Mais vous voyez qu'en France, quand on a un épicline bas, on a 30% de patients qui ont des ganglions positifs, on a presque 40% de patients qui sont plutôt hautes prolifératives, et de l'autre côté, c'est exactement pareil. Quand on a une épicline haute, on est plutôt très inquiet. On a des patients qui sont faiblement prolifératives, presque 46%. Donc ça veut dire qu'on a des patients, on est plutôt tranquille parce qu'ils ne prolifèrent pas, mais après, les tests génomiques, ça sort très haut. Ou on a des patients, et ça c'est la moitié, qui sont 50% N0, en donde le test il est très haut, pareil pour la taille, pareil pour les grades. 46% des patients, ils sont grade 1, et on a un test épicline haute. Donc ça exprime un peu ce qu'aujourd'hui, on peut un peu conclure sur la biologie tumorale. On ne connaissait rien du tout jusqu'il y a quelques décennies. On a commencé à connaître de plus en plus grâce à la biologie moléculaire. Et aujourd'hui, on est un peu dans une transition de connaissances. On connaît de plus en plus, mais parfois, on est assez limité parce que, je le dis de nouveau, avec les cancers, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Donc c'est pour ça, déjà pour conclure, je peux dire clairement ça. On a un test qui est pronostique, c'est très bien. Si on le fait, il se va, on est hyper tranquille. Et là, on peut lancer un message de tranquillité pour tous les malades. Ça, c'est très important. Et grâce à cette étude de vie réelle, de vraie vie, on a, grâce à ces tests, grâce à tous les tests disponibles, une tranquillité sur l'indication de chimiothérapie. On consolide notre décision de chimiothérapie. Il y a un risque derrière nos décisions, donc on consolide notre décision. Et après, la grande nouveauté, et je pense que ça c'est très important en fait d'une maladie chronique, on a un élément supplémentaire pour pouvoir décider un traitement hormonal prolongé qu'aujourd'hui, ça s'impose de façon indiscutable pour des patients au moins T2NA, avec tout ce qu'on connaît à long terme de survie, avec des récidives qui sont assez effrayantes à 20 ans. On essaye un peu de pousser au maximum notre hormonothérapie, mais pareil, l'hormonothérapie, avec la toxicité qui ne nous amène pas une mortalité, mais qualité de vie et tout ce que vous connaissez déjà. Voilà, merci beaucoup. Merci Christian. Très supportif, on l'a vu, la vraie vie essaie d'apporter des éléments qui sont moins comparatifs qu'une étude randomisée où tout est standardisé. Ça nous donne aussi en parallèle une petite idée de la pratique, de comment est-ce qu'on les utilise, ces signatures. Et en même temps, alors je ne sais pas vous, mais moi ça m'a un peu titillé et ça m'a mis en avant un degré de réflexion supplémentaire. On a un score qui est par définition un score composite. Vous mettez de la biologie à côté du T et du N. C'est ce qu'on lui demande. On lui demande à la fin qu'il nous apporte quelque chose dans une zone où nos données anatomocliniques sont à la limite et une aide au diagnostic. Mais en même temps, il ne faut pas totalement oublier que derrière les résultats, quand on va les interpréter au sein d'une cohorte donnée, ils vont être pondérés par le score, le T et le N. Par exemple, quand on vous dit, et c'est là que j'ai un peu tiqué du coup, 27% des T1AB étaient score haut, ça amène à deux conclusions. La première conclusion, c'est de dire, si c'est un T1AB N0 que le score est haut, j'ai deux questions, c'est est-ce que le score qui du coup va être que le score moléculaire globalement est tellement élevé qu'on va se dire qu'il y aura toujours un intérêt? Est-ce qu'on va croire au final un rendu pour aller prescrire une chimiothérapie? On est dans du RH+, HUR2-, une chimiothérapie à une tumeur T1A. Et tout de suite, on se dit non, mais ça ne doit pas être ça. Et c'est là que le cheminement nous rappelle. C'est très beau de dire que 27% des T1AB ont un score élevé, mais je suis à peu près prêt à parier que c'était des N+.
Et ce qui nous manque dans cette interprétation, du coup, et c'est là que c'est frustrant, on a des milliers de patientes, mais même avec des milliers de patientes, ce qui serait vraiment important à avoir nous donnerait des courbes de survie extrêmement grossières. C'est vraiment un dispatch non pas en fonction du T1, T2, T3, du grade haut, du grade bas, mais ce qu'on fait tous les jours en RCP. Cet outil, j'insiste sur la notion d'outil, on va l'utiliser dans un processus. Et donc dans un processus de RCP, et il faut toujours garder en mémoire que ce score-là, il sera sur un T1AB N0 ou sur un T2N2, où là on va se T2N1, excusez-moi, où là on va se dire, quoique j'ai vu qu'il y avait même des N3 en France, où là on va se dire, je croise les doigts pour que ça soit un score bas parce que tout le reste me pousse à aller faire la chimio. Mais l'idéal, si on veut vraiment appuyer le côté indépendant du score, et là je parle en validité analytique, ça serait d'avoir par exemple la valeur de l'EP-score dans les T1N0, puis dans les T2N0, puis dans les T1N1, etc., etc. Ça va nous faire plein de sous-groupes qui sont très peu solides après en termes de quantité, donc de puissance statistique. Mais surtout, ça doit nous rappeler qu'on a un score qui est un score agrégé, qui nous permet, nous aide, nous, après, à la fin, à notre décision, mais qu'il ne faut pas qu'on fasse un raccourci trop rapide devant les courbes, parce que, justement, il tient compte d'une partie de l'information. Mais tu l'as dit tout au début, et on a un outil, et la clé d'un outil, c'est d'utiliser le bon usage. Ça c'est clé. Et ce test-là, ce n'est pas pour un usage, utilisation universelle, pas du tout. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, tout ce qui s'implique à bénéfice, on peut parler en relative. Toute la discussion des bénéfices est en relative. Donc ça veut dire que les bénéfices en relative de quelque chose qui va récidiver fortement, ce n'est pas pareil à les bénéfices, toujours bénéfices, en relative de quelque chose où le risque est plutôt faible. Je ne sais pas, si on parle d'un TAV, il y a quelqu'un qui fait un endoproject pour un TAV et ça sort à haut risque. Le risque de récidive d'un TAV classique peut être à 20 ans, c'est 10%. Contrairement à quelqu'un qui a des choses beaucoup plus graves qui va être à 50%. Donc un bénéfice relatif sur un risque de 10%, ça va être assez limité. Donc c'est pour ça que le contexte global, et c'est un peu le grand travail de l'oncologie médicale, et ça c'est très bien la spécialité. On a dans notre tête quelque chose qui est multivarié et qui va de la biologie à la condition clinique, à la condition sociale, voilà, la liste elle est assez grande. Donc ici c'est un élément en plus, mais c'est vrai en même temps que plus d'éléments on a pour la prise de décision, et mieux c'est. Voilà. Le grand challenge avec tous ces marqueurs, que ce soit marqueurs cliniques comme le T, le N, un marqueur ANAPAT comme le GRA, le taux d'expression, ou un marqueur bioclinique comme EPCLIN, c'est comment on les hiérarchise dans notre décision. Et je pense que si on a un peu de temps après le cas clinique, ça peut être un beau moment de discussion et d'échange, de voir comment on intègre, à quel moment on intègre nos signatures, en essayant de ne pas sombrer dans le côté américain. Pour ceux qui ont vu les recommandations du NCCN, globalement au NCCN, donc les recommandations d'un groupe d'assureurs qui ont des cliniques nord-américaines, vous avez une tumeur invasive RH+, HER2-, le premier nœud de discussion, c'est quel est son score Oncotype DX. Et après, éventuellement, on va discuter du T, du N, etc. Je pense que voilà, il faut savoir utiliser ces informations en plus. C'est comme tout à l'heure pour ceux qui ont fait d'autres symposiums. Le symposium de ce matin, je connais un peu les symposiums aujourd'hui, j'en fais beaucoup, sur les HER2+. La question, c'est pas tellement est-ce qu'on a des bons outils, que ce soit un outil diagnostique ou un outil thérapeutique, c'est comment et où est-ce qu'on le met dans la stratégie. Et ça, c'est le vrai enjeu. Merci Christian. Parfait. Ensuite, et je pense qu'on aura un peu de temps derrière pour la discussion, ça va être sympa, Olivier Haddad va nous parler de quelques cas cliniques pour justement nous mettre un petit peu en perspective à la fois les situations et puis comment lire et intégrer ce type de résultats dans notre pratique. Voilà, c'est surtout
comment les lire, et on va rebondir sur ce qu'on vient de dire sur l'importance du score moléculaire et les facteurs cliniques. Alors je me présente et c'est important, je suis chirurgien et je travaille sur 2 établissements, un établissement qui est privé et un hôpital sous contrat ESPIC. Pour intégrer ces tests-là, ça a une certaine importance. Alors comme tout le monde, et dans notre RCP, on s'est posé la question d'intégrer ces tests diagnostiques pour la prise en charge de nos patientes. Comme vous tous, on a des patientes qui avaient l'air d'avoir de bonnes caractéristiques histopronostiques et qu'on retrouve récidivantes assez tardivement sur les RH+. Et on le sait tous, on a des patientes qu'on surtraite plus ou moins largement. Quand on voit les études, on a l'impression que c'est à peu près un tiers des patientes. Donc on avait envie aussi d'avoir cet outil diagnostique pour nous. Alors on a essayé de s'y mettre assez rapidement et puis on a eu un écueil important, c'est la prise en charge de ces tests qui ne sont pas remboursés. Et la difficulté mise en place du test entre l'ANAPAT et la prise en charge de la boîte qui fera l'analyse. On a eu des écueils importants puisque quand on a commencé précocement, on a eu des problèmes de remboursement, des tests qui étaient bloqués, des blocs qui n'étaient pas partis et des retards diagnostiques, des retards de prise en charge de plusieurs semaines. Donc on a été assez échaudés. On a des recommandations maintenant HAS qui nous permettent d'utiliser 4 tests. Ce qui est une bonne chose. On a les sociétés savantes, les SMO Saint-Gallen, qui ont intégré dans leurs recommandations l'utilisation de ces tests, et c'est une bonne chose. Et on se retrouve avec un choix à réaliser. Alors nous, le choix, il a été vite fait parce qu'on a eu tellement d'écueils avec certaines boîtes que c'est notre laboratoire d'ANAPAT, qui est un gros laboratoire, qui a pris les choses en main et qui a presque imposé EndoPredict. On n'était pas forcément favorable tout de suite à cette signature-là. On avait réfléchi un petit peu entre nous. Ce n'était pas notre premier choix. Et ils ont négocié directement avec les établissements pour pouvoir le prendre en charge. Et donc, on a pu avoir ces tests depuis maintenant 3 ans environ. L'intérêt de l'EndoPredict, on l'a vite vu, c'était qu'il y a un contrôle analytique et c'est fait directement par des laboratoires qui sont régionaux, ce qui permet pour nous d'avoir une réponse qui est rapide et qu'en cas d'anomalie de transfert de blocs, et ça c'est très important parce que ça arrive plus fréquemment qu'on ne le croit, de transfert de blocs ou de problèmes techniques, on a un retour et on peut rapidement avoir une correction et ça prend moins d'1 semaine pour réaliser un nouveau test et avoir un résultat dans un bon timing pour prendre une décision. Je vous l'ai dit, on n'était pas tout à fait favorable d'abord à ce test parce qu'on n'était pas up-to-date sur les données cliniques et analytiques. Et puis quand on a regardé un petit peu de près, on s'est rendu compte que c'était plutôt pas mal, que ça intégrait la clinique et comme on est des cliniciens, peut-être même plus que les oncologues, et on se sentait un petit peu rassuré. Et puis l'intérêt de l'EndoPredict, c'est un test très discriminant. On l'a dit, on avait, nous, une question, c'était savoir si on faisait ou pas la chimiothérapie. C'est une question qui était basique, qui était simple. On ne voulait pas intégrer plus de complexité dans la prise en charge avec un test qui aurait plusieurs variables ou plusieurs réponses. Donc c'était blanc ou noir et ça nous a vraiment séduit. Ce qui nous a séduit aussi, c'est l'apport d'informations supplémentaires avec le risque de récidive à court et à long terme, essentiellement pour l'hormonothérapie. Donc on est très satisfait, ça c'est notre pratique clinique actuelle. Alors une RCP, je vous propose uniquement mon activité chirurgicale. Sur 1 an et demi, j'ai demandé 75 tests. Ces 75 tests, on l'a fait pour des patientes qui étaient plutôt à fort risque, des patients qui avaient une indication de chimiothérapie, mais on était dans une zone grise. Et donc, le Pékin moyen, vous le voyez, il est de 3,6. C'est-à-dire que sur les patients qui ont été testés, en moyenne et en médiane, on est un risque fort. La majorité des patientes avaient un risque fort. Quand on voit la répartition des populations, il y a beaucoup de T1, beaucoup de T2, 50%. N0, c'est 80% de l'effectif. N1, 24%. C'est pratiquement comme dans la littérature, avec une absence de différence statistique sur le Péclin. Toutes les sous-catégories, alors c'est des statistiques à la volée, hein, c'est pas des choses très, très précises, mais ça donne au moins une petite idée. Toutes les sous-groupes avaient un Péclin qui était à risque et qui était fort aussi.
En définitive, on a pu éliminer de la chimiothérapie, du traitement adjuvant, un tiers de nos patientes sur, encore une fois, un effectif qui était à fort risque, c'était pas mal. Alors, je vous présente des cas cliniques. C'est pas pour vous faire réagir sur est-ce que je fais un autoprédict ou pas. C'est pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et effectivement quel est le poids du score moléculaire par rapport aux facteurs histopronostiques cliniques actuels. Alors là, on a une patiente de 52 ans, un carcinome canalaire infiltrant, grade 2, RE positif bien sûr, avec un KI faible. C'est un PT1C, PN0. Avec une chirurgie conservatrice et un ganglion sentinelle. Alors là, juste pour être un peu interactif, qui aurait fait un test dans cette situation? Oui, elles sont ménopausées, excusez-moi, toutes. J'imagine pas d'embole vasculo-lymphatique. Non, pas d'autres facteurs de risque. Et les mitoses étaient cohérentes avec le KIBA. Tout à fait. Oui. Ouais. Je pense que la majorité des gens ne l'auraient pas fait. Bon, là, il a été fait. Alors, ça c'est le résultat de rapport. Je ne sais pas si tout le monde on a vu comment ça se passait. Probablement qu'une partie de vous n'utilise pas l'endoprédict. Quand on a un rapport endoprédict, c'est plusieurs feuillets. Le premier feuillet, c'est un feuillet de conclusion où il y a à peu près toutes les informations dessus. Ce qui est intéressant, c'est ici le score moléculaire qui est à 6, il n'est pas très élevé, avec un EP clean faible, donc un bas risque à 3. On a les 3 feuillets qui sont aussi importants. Le risque de récidive après hormonothérapie qui est de 8%, le bénéfice absolu de la chimiothérapie que 2%, et le risque de récidive à distance après 5 ans d'hormonothérapie, je précise, c'est après 5 ans d'hormonothérapie, qui est à 6%. Donc on était plutôt rassurés dans ce cas-là. Je prends maintenant mon équation, puisqu'elle n'est pas secrète, on l'a dit, pour voir comment est calculé le P-clean. Donc le P-clean, c'est 3 sous-produits qui sont pondérés par rapport à la taille, par rapport au N. Là, on se retrouve avec un score environ de 3, sans arrondir, donc un risque faible. Et si je m'amuse à pondérer différemment, et maintenant donner un N+ à cette patiente qui était N0, on rajoute donc un facteur 2, et je rajoute 0,64. On se retrouve directement sur un EP clean qui est à 3,7, donc un EP clean qui est fort. Pour vous dire l'intérêt, dans ce cas précis, c'est peut-être pas pareil pour tous les cas, mais dans ce cas précis avec ce score moléculaire, des facteurs cliniques. Si maintenant je pondère la taille, et si la lésion est un petit peu plus grosse, je rajoute 0,35, et là j'arrive à un EP clean aussi pathologique à 3,4. Donc une tumeur un petit peu plus grande. Pour une lésion avec micrométastase ou un N1, elle aurait été éligible pour une chimiothérapie. On va faire le même raisonnement pour le deuxième cas. Une patiente de 66 ans, donc ménopausée, un carcinome canalaire infiltrant, grade 2, hormonosensible, un petit peu moins, avec un KI inférieur à 15%, une taille de 20 mm, un PT2, et PN0, chirurgie conservatrice. Est-ce que vous l'auriez fait ou pas? Une seule personne? Oui. 30%, on est gêné par le taux de récepteurs hormonaux, c'est pour ça que ça a été fait effectivement. Oui. Le P-clinique très faible, 0,9, donc c'est un score faible, on le voit. Pareil, on va regarder le score moléculaire qui est bas, qui est à 5,4, c'est un score bas moyen, avec donc un risque de récidive, un risque de récidive de 6%, un risque de récidive à distance après hormonothérapie de 5%, et une bénéfice de la chimiothérapie qui est quasi nulle. On reprend notre petit schéma. Donc cette lésion était PN0, on lui rajoute un ganglion positif, et on se retrouve avec un EP score clinique qui est à haut risque. Donc la patiente est éligible, si elle avait un ganglion positif, à une chimiothérapie. Ça rejoint un petit peu notre impression clinique de manière générale, et on est satisfait intellectuellement par ce détail. Si je pondère la taille de la tumeur, là je me retrouve avec un EP clinique qui est toujours à faible. Donc on a l'impression, et c'est ma conclusion, je l'ai fait sur 2, mais je me suis amusé à le faire sur pas mal de dossiers pour voir comment ça marchait, c'est assez rigolo. Et en cas d'EP clean qui est proche du cutoff, les facteurs cliniques sont déterminants. Et ça paraît logique par rapport à la pondération, c'est mathématique, c'est des mathématiques élémentaires. Mais ce qu'on remarque assez facilement, c'est que c'est le N+, qui est plus déterminant que la taille de la tumeur.
ce qu'on retrouve aussi sur les études cliniques prospectives. Maintenant, je prends des cas extrêmes parce que c'est là qu'on peut avoir des discussions, effectivement, et c'est là qu'on voit comment ça fonctionne. Une patiente de 56 ans, carcinome canélaire infiltrant, grade 2, hormonosensible, un KI à 25% donc élevé, taille tumorale 15 mm, PN0, chirurgie conservatrice. Donc là, je pense qu'on aurait été nombreux à proposer une signature, et la signature revient à très fort risque. Là, je vous invite à regarder le score moléculaire, qui est à 13, donc il est extrêmement élevé. Et quand il est extrêmement élevé, ça change à peu près tout, mathématiquement. Donc, la probabilité de récidive, c'est 42%. À distance, après hormonothérapie de 5 ans, 33%. Et un bénéfice très important de la chimiothérapie, puisqu'il est à 21%. Donc là, ça nous conforte dans ce qu'on avait pensé. C'est donc une patiente qui était déjà à risque de chimiothérapie. On lui fera sans arrière-pensée. Alors, si je revois mes additions de sous-produits pour constituer mon upecline, avec un score moléculaire de 13, on a un sous-produit de 3,7 qui est très supérieur à 1. Et si vous vous amusez à augmenter, à baisser tous les facteurs cliniques et les multiplier, vous êtes autour de 1. Donc c'est très différent du score clinique. Le score moléculaire, à ce moment-là, est bien supérieur à toutes les caractéristiques cliniques. Donc est-ce qu'on va le suivre, est-ce qu'on ne va pas le suivre? C'est aussi la question. Deuxième cas extrême, 55 ans, carcinome canélaire infiltrant, c'est un grade 2, RE 100%, RP 90%, un KI très faible, 4%. Une taille tumorale de 7 mm et c'est une microméta. On fait un... Oui. Pour la beauté intellectuelle, mais on est en RCP. Oui. Nous, les chirurgiens, nous, les oncologues, à 7 mm, avec un KI 67 à 4%, le dossier... Je suis d'accord. Pareil. On aurait fait... Oui, je suis tout à fait d'accord. Et dans la base de données, j'ai réussi à retrouver des dossiers aberrants. C'est ce qui me permet de les présenter. Mais c'est sur les dossiers aberrants qu'on peut réfléchir, justement. Parce que les autres sont en termes moyens, donc on n'arrive pas à bien voir les choses. Donc ça me permet d'avoir un cas clinique. Voilà, des données un petit peu à la marge. Et encore une fois, une donnée à la marge avec un score moléculaire très faible, à 2,8. Là, c'est le cas inverse. Et mathématiquement... On comprend très bien, donc là c'est une patiente qui a pratiquement pas de bénéfice à la chimiothérapie avec un très faible risque de récidive. Elle a un score de 2,8 et on aura un score moléculaire qui sera au maximum autour de 1 et les scores cliniques vont être autour de 1 de toutes les manières. Donc on va se retrouver avec une prépondérance des facteurs moléculaires par rapport aux facteurs cliniques. Donc, dans notre petite série, là, enfin dans ma petite série, puisque c'est mon activité personnelle, c'est pas l'activité de toute la RCP, on a plutôt des facteurs, enfin des upeclines hauts parce que c'est sélectionné. C'est pas les études que vous avez vues de faisabilité et les études cliniques qui prennent un panel de patientes jusqu'à PT2 ou PT3. Là, c'est des patientes qui avaient une indication en RCP déjà de chimiothérapie, mais on était un petit peu gênés. Donc, à ce moment-là, on a des upeclines plutôt forts, mais on a réussi à dégager un tiers des patientes. Ce qui est déterminant, c'est les facteurs. Dans les facteurs cliniques, c'est le N+. Le N+, quand on a un upecline, un score moléculaire qui est moyen, c'est lui qui va nous donner la décision finale. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que le score moléculaire, et on le voit sur d'autres signatures, est un élément prédictif important de l'évolution des patientes et de l'intérêt des traitements adjuvants. Donc la question, et c'est là ce qu'on me posait, est-ce qu'il va être tellement déterminant que les facteurs cliniques vont passer à l'as, ou est-ce qu'on va continuer à réfléchir comme on le fait en RCP? Est-ce que ça va être un outil supplémentaire, ou est-ce qu'on n'aura plus droit à la réflexion? Le vrai débat, je crois, il est là. Alors, on n'a pas tous la même façon de voir les choses. Selon les pays, c'est assez différent. Mais on peut se poser des questions. Alors, je ne pense pas qu'on puisse y répondre tout de suite. Je pense qu'il faudra attendre les prochaines études. Mais voilà, le débat est ouvert. Je vous remercie. Merci. Avec les études à venir, le problème, c'est qu'une majorité des études... Si on prend par exemple l'étude avec Oncotype DX, c'était le caricatural. Le plus caricatural a été quand même la première publication sur le groupe à bas risque, où tu regardes New England sur une collection de données monobras non randomisées, du coup, puisque c'était le bas risque, et où tu regardes la
démographie des patientes et des tumeurs. Et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est à un RCP, on a regardé et on a dit, mais qui entre nous aurait demandé à faire un oncotec dans ces tumeurs-là? C'est vraiment la notion, et là je trouve que pour la peine l'HAS avait mis vraiment une formulation qui était intéressante. C'est vraiment quelle population est dans la zone grise, pour quelle population on a vraiment besoin de données supplémentaires, parce que on est dans cette frange où on pense qu'il faut, mais on aimerait bien être plus rassuré, ou on pense qu'il ne faut pas, mais quand même, elle est un peu jeune, ou le grade est un peu élevé. C'est vraiment une aide à la décision thérapeutique. Pas plus que ça, à mon avis. Je pense que c'est là-dedans que la granulométrie va être très différente d'un centre à l'autre et d'un praticien à l'autre. Et d'une RCP à l'autre. Alors, attention, on est tous... on est aussi un petit peu limité, et les indications sont limitées à cause du coût. Hein. Imaginons que ça soit totalement remboursé. Oui, alors c'était au début. Et effectivement, mais on a eu des prix préférentiels. Mais c'est intéressant parce que ça nous permet de réfléchir un petit peu, de voir comment ça se comporte. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. On a tous été intoxiqués avec les signatures par la notion de désescalade thérapeutique. Oui. Et Christian l'a bien montré tout à l'heure. Il faut faire attention à ne pas en demander de ces signatures-là uniquement quand on veut désescalader. Parce qu'une partie des patientes que l'on pensait plutôt à bas risque se sont retrouvées dans les grosses séries, classées au risque, et donc oui, mais là, on a du mal à les récupérer, ces patientes. Parce qu'elles sont plus difficiles à analyser en clinique. Vous voyez. Oui. C'est pour ça que la question se pose quand on va sur les études. Les grades 3, grade 1, il y a un tiers des patientes, 20% des patientes qu'on peut switcher bas risque, haut risque. Sur les KI, c'est encore pire. Le KI, alors c'est pas très fiable. Je suis pas très fan du KI parce que on a des résultats, ils sont aberrants. On a changé de laboratoire. Nous, on est passé de 20% à 1% de KI. Je pense qu'un KI à 1% sur un cancer, ça n'existe pas. Mais quand on reclasse avec l'endoprédict, on a un tiers des patientes qui changent de classe complètement. Donc là, c'est plus la désescalade, c'est l'augmentation des traitements adjuvants chez les patients qui en avaient a priori cliniquement pas besoin. Donc ma question, elle est là. Il faut que ça soit autant dans les situations du j'ai envie de ne pas faire que dans celles où j'ai envie de faire, mais... Oui, mais là, on est bloqué par le coût de la prise en charge. Donc, clairement. On l'utilise uniquement, je pense que c'est le cas pour vous tous, pour désescalader pour l'instant, parce que c'est ce qui est le plus rentable. En fait, on a, je ne sais pas si ça marche, ça. On a les données, dans les données de Simossin, on voit bien en fait qu'il y a une balance, et que c'est pas uniquement des femmes pour la désescalade. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui ou l'escalade, a priori, moi quand je regarde ce que je reçois, et alors c'est vrai que c'est assez oncologue dépendant. On sent quand même qu'il y a des tropismes en fonction de certains oncologues qui voudraient l'utiliser dans un sens plutôt que dans un autre. Et c'est vrai que cette notion d'utilisation, comment on va finalement l'encadrer, ça c'est hyper important. Alors on a les travaux de la HAS en ce moment, on n'a pas les résultats finaux et on n'a pas le droit même d'en parler, mais bon, on attend avec impatience, et on sait qu'ils vont vraisemblablement tout à fait border si on arrive au remboursement. Christian m'a demandé de dire un mot sur le remboursement. Je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, on est toujours donc sur un test qui est dans les 1 700 € à peu près, remboursé à un taux de 52%. Donc ça, on a la confirmation maintenant que ça sera un niveau de remboursement pérenne, jusqu'au jour où ça changera. Mais bon, en tout cas, c'est un engagement au moins pour cette année et l'année prochaine. Et donc, oui, donc il y a un reste à charge qui peut être important. Et là aussi, à voir comment chacun peut proposer un test avec un coût aussi un peu plus bas. Bon, ça dépend des laboratoires. Une question, Jacques. Peut-être... au micro, s'il te plaît. Il y a des gens qui sont en ligne, donc il faut j'ai oublié. Parler dans le micro. Merci et merci beaucoup pour vos présentations. Dans vos expériences
aux uns et aux autres la décision de faire ou de ne pas faire un endoprédict? Parce que tout à l'heure, vous avez mentionné, c'est l'oncologue qui voudrait désescalader ou escalader. Est-ce qu'elle est faite en RCP? Est-ce qu'elle est faite par l'oncologue? Est-ce que c'est cas par cas? Dans notre centre donc, qui est Pompidou à Paris, c'est strictement une décision de... Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais c'est uniquement fait en RCP. Quelle est votre expérience à vous? Est-ce que vous avez d'autres façons de faire? Merci. Alors moi personnellement, c'est en RCP, toujours. C'est-à-dire qu'on reprend le dossier, et puis des fois, on se demande effectivement pourquoi on a demandé le test. Et on prend la décision RCP, et ensuite dans certaines situations, l'intérêt aussi du compte-rendu, c'est qu'on a vraiment pour la patiente un chiffre avec un facteur de risque. Donc elle peut réfléchir aussi, ça aide à la décision partagée quand même. Mais le plus souvent c'est en RCP, hein. On a une indication. Nous toujours en RCP. D'accord. Voilà, nous sommes toujours RCP, et moi j'appartiens au groupe des Sonco qui est plutôt pour la désescalade thérapeutique. Là, c'est un peu ce que vous venez de dire. Après, c'est une question de chimio, c'est une question d'empirisme, c'est une question de toxicité, c'est une question que derrière il y a l'hormonothérapie. Voilà, je me classe plutôt du côté désescalade, et c'est un outil qui est extraordinaire pour désescaler. Après, est-ce qu'il faut escaler ou pas? Je ne sais pas ce que tu penses. Quand tu retournes une carte, il faut être prêt à accepter la couleur qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas la retourner. C'est le maître Jedi et moi le maître Sith. Une petite dernière question, puisqu'après on va se faire tirer les oreilles, on a 2 minutes. L'expérience de tout le monde, en fait, la vraie question, c'est pour des résultats qui sont très limites. Qu'est-ce qu'il faut faire face aux patients qui sont très cortiqués et qui veulent des réponses précises, le bénéfice réel de la chimiothérapie quand le test est limité? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a les résultats. On peut leur donner, elles peuvent réfléchir. Donc, comme vous dites, si elles sont cortiquées, elles vont prendre la décision. Nous, je vous dis, on l'utilise parce qu'on a déjà une indication de chimiothérapie. Donc souvent, quand il est faible, on ne fait pas la chimiothérapie. Donc c'est rare de se trouver dans cette situation-là. On a été contre le test quelques fois quand les caractéristiques cliniques de la patiente n'étaient pas favorables. J'entends que son état général était dégradé entre le moment de la chirurgie et le moment où on propose la chimiothérapie, mais sinon on a pratiquement toujours suivi le test parce qu'on se posait une question. La question c'est est-ce que je fais ou pas la chimiothérapie? On avait besoin de cet élément pour y répondre. On n'arrivait pas à y répondre. Donc c'est pas très logique de changer d'avis ou de réfléchir si le disque nous dit que si le P-score est faible ou fort. Bien, je pense qu'on peut remercier à la fois l'ensemble des orateurs et puis le laboratoire Myriad pour cette façon agréable et interactive de passer le repas du midi. Puis je vous enjoins à ne pas traîner pour qu'on ne se fasse pas tirer les oreilles pour les sessions suivantes. Merci. Merci.